L'histoire vous a appris que les Vikings étaient des guerriers. Elle a oublié de préciser qu'ils étaient aussi chimistes. Les mêmes artisans qui ont riveté la coque du navire de Gokstad, un drakkar du IXe siècle exhumé par l'archéologue Nikolai Nikolaisen en 1880 et documenté dans sa publication de 1882, Langskibet fra Gokstad ved Sandfjord, aujourd'hui conservé au musée des navires vikings d'Oslo, appliquait déjà un traitement de surface sur le fer. L'industrie anticorrosion commerciale n'a répliqué ce procédé en laboratoire qu'en 1906. Ces rivets ont passé 1000 ans sous terre. Ils en sont sortis avec une surface noire, dure, intacte, pas réduit à l'état d'écailles rouillées, pas rongé jusqu'à disparaître, intacte. Pas de laboratoire, pas d'outils électriques, pas de formules brevetées. Ils avaient de l'huile, de la chaleur et une compréhension précise de ce qui se produit quand les deux se rencontrent au moment exact. Un savoir transmis à travers des générations d'apprentis à qui on ne permettait jamais d'oublier les conséquences d'un échec. Une épée qui rouillait en mer ne ratait pas un contrôle. Elle trahissait son propriétaire, définitivement. Reproduire ce que ces artisans maîtrisaient coûte environ 2 $. L'industrie qui l'a remplacée génère plus de 22 milliards de dollars par an, rien que pour les produits anti-corrosion. Un chiffre publié par Grandview Research dans son analyse mondiale du marché des revêtements anti-corrosion en 2022. Il y a une chose précise que ces forgerons nordiques faisaient au fer avant son refroidissement qui a tout changé. Ce n'est pas le matériau qu'ils utilisaient. Ce matériau est dans votre cuisine en ce moment même. La suite, c'est la partie que votre quincaillerie n'a jamais eu besoin que vous demandiez. Les équipages vikings ne testaient pas leur solution dans des conditions confortables. Chaque lame, chaque rivet, chaque pièce de fer sur ces drakkars passèrent des mois entiers, exposés simultanément aux embruns salés, à la pluie glaciale et à l'air du large. Si le métal faiblissait, le navire faiblissait. Si le navire faiblissait, l'équipage mourait. Il ne souffrait pas, il mourait. Les techniques qui ont survécu à cette épreuve sont encore physiquement présentes aujourd'hui. Les rivets de fer du navire de Gokstad sont exposés à Oslo en ce moment. Les ferrures des navires de Skuldelev, 5 vaisseaux coulés intentionnellement vers Milas Korsandis pour bloquer le fjord de Roskilde, au Danemark, exhumés et documentés par Ole Krumlin Pedersen au musée des navires vikings de Roskilde, présentent le même traitement de surface noire sur du métal resté immergé près de 1000 ans avant sa récupération. Krumlin Pedersen a documenté l'analyse métallurgique dans Ships and Boats of the North, volume 4, publié en 2002. Le conservateur Jan Bill, dans son rapport de 2013 pour le musée d'histoire culturelle d'Oslo sur les ferrures du navire d'Osberg, a noté la présence de composés organiques carbonisés liés directement à la surface du fer. Pas une contamination accidentelle, un traitement délibéré, répété, cohérent et intentionnel sur chaque pièce du bateau. Ils n'ont pas survécu parce qu'on les a préservés plus tard. Ils ont survécu parce que la chimie n'a pas de date d'expiration. L'industrie anti-corrosion n'a pas échoué à découvrir cela. Elle l'a découvert, puis vous a vendu quelque chose de plus cher à la place. On ne peut pas facturer une pièce de fer norroise, une bombe de convertisseur de rouille brevetée, posée sur un rayon de quincaillerie, absolument. Mais voici ce que l'industrie espérait que vous ne demandiez jamais. Comment exactement ce processus de liaison fonctionnait à la forge, et pourquoi il fonctionne encore dans votre jardin cet après-midi. La réponse arrive dans 60 secondes. Ce n'est pas une idée nouvelle. Janet Lang, dans son article de 2004, Iron and Steel in the Viking Age, publié dans la revue Historical Metallurgy, la revue évaluée par les pairs de la Société d'histoire de la métallurgie du Royaume-Uni, a documenté des résidus organiques retrouvés sur des outils et armes en fer de l'ère viking sur plusieurs sites scandinaves. Les résidus correspondaient à des huiles cicatives, très probablement de l'huile de lin. La culture du lin en Scandinavie à l'ère viking était confirmée par des découvertes botaniques du site de Hedeby, fouillé par l'archéologue Herbert Jonkun entre 1930 et 1939, et documenté dans sa publication de 1956, Ei Tabu, ein Handelsplatz der Wikingerzeit. L'analyse de Lang a montré que l'huile s'était polymérisée directement sur la surface du fer. Polymérisée signifie qu'elle a durci, comme une goutte de supercolle durcie dans ses champs. Sauf que l'huile de lin réagissait directement avec le fer, au lieu de simplement reposer dessus. Ce n'est pas un accident. C'est un procédé délibéré et reproductible, qui fonctionnait à chaque fois de la même manière parce que la physique l'exigeait. Else Røsdahl, dans The Vikings, publié chez Penguin en 1987, décrit la production du fer dans le monde norrois comme un métier qualifié et systématique. Les forgerons se formaient pendant des années. Le savoir se transmettait par apprentissage direct. Ce n'étaient pas des expériences. C'étaient des procédures éprouvées, utilisées pendant des générations dans l'environnement maritime le plus rude de l'hémisphère nord. Puis, une industrie a rendu cette solution éprouvée,
peu pratique. Pas fausse, peu pratique. Au début du XXe siècle, l'industrie des revêtements et traitements de surface, fondée sur des formules chimiques brevetées, nécessitant application agréée, remplacement programmé et achat continu, a rendu commercialement nécessaire de faire passer chaque foyer par un cycle de produits. Le savoir que les forgerons nordiques avaient maintenu pendant des siècles, préservé dans le fer lui-même, aujourd'hui récupérable à partir des artefacts du musée des navires vikings d'Oslo et du musée national du Danemark à Copenhague, a perdu de sa valeur face à une boîte d'après anti-rouille de marque que vous aurez épuisée avant l'été. On ne peut pas vendre un abonnement à l'huile de lin. On peut en vendre un à un inhibiteur de rouille en aérosol, vide au printemps. Voilà l'explication complète. Rien n'a été interdit. Rien n'a été caché. Le cycle de facturation n'avait tout simplement pas de place pour ce qui est gratuit. Ce que les forgerons Nordec comprenaient du fer et de l'huile organique, et ce que vous êtes sur le point de réaliser pour 2 $, repose sur un principe physique si simple qu'il tient en une seule phrase. La réponse arrive maintenant. À son apogée, le réseau commercial viking reliait Terre-Neuve à Bagdad. Ibn Fadlan, un diplomate arabe qui voyagea avec les vikings russes en 921 et 922 de notre ère, documenta leurs outils, leurs camps et leur travail du métal dans son récit, la Risala. Conservé dans un manuscrit à la bibliothèque du sanctuaire de Meshed en Iran, il fut traduit par l'historien Richard Fry en 2005. Chaque forgeron de ce réseau traitait son fer de la même manière, sans quincaillerie, sans fournisseur de revêtements, sans planning de remplacement. Un ménage moyen dépense aujourd'hui plus de 40 $ par an en produits anti-rouille pour ses outils, son matériel de jardin et ses ferrures extérieures, un coût qui augmente chaque saison, sans fin. Les forgerons vikings, eux, ne payaient rien. La chimie qu'ils employaient n'a pas changé d'un iota depuis le IXe siècle. Elle est dans votre cuisine, en ce moment même, et presque personne ne l'utilise. Si ce chiffre vous a interpellé, cette chaîne existe précisément pour ça. Chaque semaine, nous retrouvons une technique que l'industrie pensait perdue à jamais. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine. Vous l'avez vu toute votre vie sans faire le lien. La fonte. La poêle que votre grand-mère a culottée en la frottant d'huile et en la passant au four à haute température. Cette surface noire, dure et lisse, n'est pas de la peinture. C'est de l'huile polymérisée. Une graisse à liaison carbone qui a fusionné avec le fer au niveau moléculaire. Elle est chimiquement inerte. Elle repousse l'eau. Elle ne s'écaille pas et ne craque pas à l'usage normal. Et elle dure des générations sans être remplacée. C'est exactement ce que faisait un forgeron viking avec une lame en l'an 900. Même procédé, même chimie, même résultat. Outils différents, époques différentes, physique identique. Un tuyau de poêle à bois traité ainsi ne rouille pas à travers. Un gond de portail de jardin traité ainsi ne se bloque pas après un hiver pluvieux. Le fer ne corrode pas car la couche d'huile lui refuse ce dont il a besoin pour se former. Un contact direct entre l'eau et le métal nu. La rouille n'est pas une propriété du fer. C'est une réaction. Et une réaction nécessite un contact pour se produire. La plupart des gens qui essayent se trompent sur une étape. Ce n'est pas l'huile. C'est ce qui arrive au fer avant que l'huile ne le touche. Cette seule étape fait la différence entre un revêtement qui dure 30 ans et un autre qui s'écaille au premier automne humide. Voici tout ce qu'il vous faut. Voici ce dont vous avez besoin. Je veux être honnête sur chaque chiffre. De l'huile de lin brute ou de l'huile de lin cuite. Disponible dans toute quincaillerie ou droguerie, souvent pour moins de 6 $ la grande boîte. Vous utiliserez moins d'une cuillère à soupe par traitement. Le coût par pièce revient à quelques centimes. L'huile de lin cuite sèche plus vite. La brute prend plus de temps mais coûte un peu moins et donne le même résultat. Un chalumeau propane ou le brûleur d'une cuisinière à gaz. La plupart des gens en possèdent moins que déjà un. Un chiffon propre ou un morceau de fibre naturelle. Le coton convient. La laine aussi. N'utilisez pas de tissu synthétique. Ils font aux températures requises. L'objet en fer ou en acier à protéger. Une lame de couteau. Une charnière. Un loquet de portail. Une tête d'outil de jardin. Toute surface en acier carbone ou fer non peint. C'est vraiment tout. Pas de primaire, pas de produits chimiques spécialisés, pas de produits brevetés, pas d'abonnement. Voici l'erreur que la plupart font en essayant. Ils appliquent l'huile à froid. Ils passent l'huile de lin sur un fer à température ambiante, laissent reposer une nuit et s'attendent au même résultat qu'un forgeron viking obtenait à la forge. Ils ne l'obtiennent pas. Ils obtiennent une surface collante qui accumule poussière et saleté, met des semaines à sécher à moitié et part au premier gros orage. C'est l'échec. Et cet échec ne tient qu'à la température. Les forgerons vikings qui traitaient mal les ferrures des navires de Skuldelev, documentés par Krumlin Pedersen dans son analyse bateau du Nord de 2002, n'appliquaient pas d'huile sur du métal froid. Ils l'appliquèrent sur du fer qui venait de quitter la forge.
Un fer encore assez chaud pour polymériser l'huile à l'instant même où elle touchait la surface. C'est la variable. Pas l'huile, pas le fer, la température à laquelle ils se rencontrent. Quand l'huile de lin entre en contact avec du fer à environ 200 degrés Celsius, la température d'une poêle ou une goutte d'eau disparaît en moins d'une seconde, au lieu de danser en grésillant. L'huile ne fait pas que recouvrir la surface. Elle réagit avec elle. Les acides gras de l'huile s'oxydent rapidement sous l'effet de la chaleur. Ils se réticulent. Imaginez la réticulation comme le principe d'une corde tressée. Des fibres individuelles glissent librement, mais une fois tressées ensemble, elles ne font plus qu'un. Sous l'effet de la chaleur, les molécules d'huile se tressent au niveau moléculaire et se lient directement à la surface de fer sous-jacente. Elles ne reposent pas dessus. Elles en deviennent partie intégrante. L'eau ne peut pas passer sous cette couche, parce qu'il n'y a pas de sous. Les deux surfaces n'en font plus qu'une. L'huile froide repose simplement sur le fer comme un film d'eau sur un plan de travail. La chaleur transforme le temporaire en permanent. Voici comment procéder. Prenez votre pièce de fer ou d'acier. Si elle est déjà rouillée, commencez par éliminer la rouille avec de la laine d'acier ou du papier abrasif grossier, jusqu'à voir le métal nu et propre. Inutile de viser la perfection. Il faut éliminer la rouille friable et atteindre le métal sain en dessous. Toute rouille active laissée sous le nouveau revêtement continuera à réagir et le décollera par en dessous en une saison. Chauffez la pièce uniformément au chalumeau propane ou sur une flamme de gaz. Déplacez la chaleur lentement sur toute la surface. Vous visez une température précise et le test ne nécessite aucun instrument. Projetez une goutte d'eau du bout des doigts sur le métal. Si la goutte met plus de 2 secondes à s'évaporer, la pièce n'est pas assez chaude. Si elle éclate bruyamment en crépitant, le métal est trop chaud. Laissez refroidir 30 secondes et recommencez. Quand la goutte s'évapore silencieusement en moins d'une seconde sans crépiter, vous êtes dans la bonne plage, c'est votre fenêtre de tir. C'est à cette température que les forgerons nordiques pratiquaient cette technique. Appliquer l'huile de lin avec un chiffon en une fine couche. Fine et cruciale ici. Pas un revêtement, pas une couche au pinceau. Une simple passe, celle qui laisse la surface presque sèche dès que le chiffon s'éloigne. Dès que l'huile touche le métal chaud, une légère fumée se dégage et la pièce fonce. Cette fumée indique le début de la polymérisation. Cette odeur, légèrement âcre et noisetée, ce sont les composés organiques qui réagissent avec la surface du fer. Maintenant, l'étape suivante est celle que la plupart des gens sautent. C'est aussi celle qui distinguait un forgeron nordique, dont les lames survivaient 20 ans en mer, d'un autre dont les outils se piquaient en 2 hivers. Restez concentrés. Laissez la première couche reposer environ 30 secondes, pendant que la pièce reste assez chaude pour continuer à réagir. La surface va foncer. Appliquez ensuite une deuxième passe, tout aussi légère. Laissez-la fumer à nouveau. Attendez encore 30 secondes. Appliquez une troisième et dernière couche fine. 3 couches au total, toutes légères, toutes sur une surface chaude, chacune s'appuyant sur la précédente. Posez ensuite la pièce et laissez-la refroidir complètement à l'air libre. Ne précipitez pas le refroidissement avec de l'eau. Ne la déplacez pas sur une surface froide. Laissez la température baisser lentement pour que la polymérisation se poursuive tout au long de la plage où la réaction reste active. Pour une petite pièce comme une charnière ou un outil, cela prend 10 à 15 minutes. Quand elle est totalement froide, passez le doigt sur la surface. Elle doit avoir la texture du fond d'une poêle en fonte bien culottée, lisse, légèrement dure, sans gras, sans collant. Si c'est gras ou collant, vous avez mis trop d'huile. Essuyez l'excédent avec un chiffon propre et sec tant que la pièce est encore tout juste tiède. L'excédent part facilement. La couche fixée en dessous ne bouge pas. Maintenant, placez la pièce au-dessus d'un bol ou de l'évier et versez de l'eau directement dessus. Observez. Sur du fer nu, l'eau stagne et commence à le tacher en quelques secondes. Sur une pièce correctement traitée, l'eau ruisselle immédiatement, comme la pluie sur le capot ciré d'une voiture. La surface ne retient pas l'eau, rien ne l'accroche. C'est le test, le seul nécessaire. L'œil, la main et un verre d'eau, rien d'autre. Ce que vous venez de réaliser est l'une des dizaines de techniques de surface nordique que cette chaîne documente directement à partir des sources archéologiques. Chacune a été remplacée pour la même raison. Elle ne peut pas être facturée. Si cela vous importe, abonnez-vous. C'est ici que ce savoir survit. Une pièce traitée protège une pièce. Mais ce qu'un village nordique comme Hedeby, dont John Kuhn estimait la population entre 1000 et 1500 habitants à son apogée au Xe siècle, d'après la densité d'habitation cartographiée lors de ses fouilles, accomplissait à grande échelle avec ce même procédé, change complètement votre perception du coût. Chaque forgeron de ce village appliquait ce traitement organique à chaque outil en fer, chaque charnière, chaque lame, chaque instrument agricole qui sortait de la forge. Le lin était cultivé sur place. L'huile de lin était pressée sur site.
Le traitement ne coûtait à la communauté que la main-d'œuvre pour l'appliquer. Pas de fournisseurs extérieurs, pas de commandes saisonnières, pas de lignes budgétaires. Le résultat était une communauté dont le fer durait assez longtemps pour être transmis d'une génération à l'autre. Les outils Penetema n'étaient pas remplacés chaque année, on les entretenait et on se les passait. La logique est simple. Si votre fer dure 30 ans, au lieu de 5, vous forgez 6 fois moins au cours d'une vie. Vous utilisez 6 fois moins de combustible, 6 fois moins de minerais bruts, 6 fois moins d'heures de forge. Multiplié par un village de 1000 habitants, sur un siècle de pratique continue, c'est la différence entre une communauté qui épuise ses ressources et une autre qui les capitalise. Pour un foyer moderne, le calcul est identique. Traitez vos outils de jardin une fois au printemps et une fois en automne. 2 cuillères à soupe d'huile de lin en tout. Pas de rouille pendant l'hivernage. Pas besoin de remplacer le fer de bêche parce que le manche a rouillé. Pas d'achat de nouvelles truelles parce que la lame s'est piquée dans la terre. Le fer que vous possédez cette année sera toujours celui que vous utiliserez dans 10 ans. Pas de facture, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission. Il existe une situation où cette technique est moins efficace que ne le suggèrent les archives de Hedeby. Les forgerons nordiques le savaient et y avaient intégré une réponse. La solution à cette situation, c'est la dernière chose dans ce script. Le traitement adhère mieux au fer et à l'acier faiblement carbone. Les aciers modernes hautement alliés, l'acier inoxydable en est l'exemple le plus clair, possèdent une couche d'oxyde de chrome en surface par conception. Cette coulette prévient seule la rouille, c'est pourquoi l'inox est vendu comme tel. Mais cette même couche empêche l'huile de lin d'atteindre le fer nu pour réagir avec lui. Appliquer ce procédé sur de l'inox donne presque aucun résultat durable. Les forgerons nordiques ignoraient ce problème, car l'acier inoxydable n'existait pas. Leur fer était du fer de loupe, riche en carbone, avec une structure granuleuse ouverte à l'échelle microscopique. Exactement le type de surface sur laquelle l'huile de lin adhère le plus parfaitement. L'acier au carbone moderne, la fonte, le fer forgé et l'acier doux utilisés dans l'immense majorité des outils, quincaillerie, équipements de jardin et mobilier extérieur, réagissent à ce traitement exactement comme le fer de loupe nordique le faisait à la forge. Si votre pièce est inoxydable, ce n'est pas la solution. Si c'est marqué « inoxydable » sur l'emballage, ou si elle ne rouille jamais seule après avoir passé la nuit mouillée, mettez-la de côté. Tout le reste dans votre abri est un candidat. Une dernière vérification avant de commencer. Si le fer présente une épaisse calamine, cette couche bleu-noir d'usine qui se forme sur l'acier laminé à chaud lors de la fabrication, l'huile de lin adhérera à la calamine plutôt qu'au fer lui-même. Cette calamine peut se décoller. Poncez-la d'abord. Dégagez le fer nu. 2 minutes avec du papier de verre grossier. Ensuite, le processus est identique. Les forgerons nordiques travaillaient directement depuis la forge. Leur fer n'avait jamais de calamine. La solution pour les produits modernes est une étape supplémentaire, à faire avant la chauffe. Tout ce qui suit est ensuite le même. Les rivets en fer du navire de Gokstad sont toujours à Oslo. Ils sont toujours intacts. Le traitement de surface noire que Nikolai Nikolaïsen a découvert, collé à eux en 1882, y est encore aujourd'hui. Pas à cause de mesures de préservation, pas à cause de conditions de stockage contrôlées, parce que la chimie était correcte dès le départ et n'a jamais nécessité de correction depuis. L'huile de lin est toujours de l'huile de lin. Le fer est toujours du fer. La température est toujours la température. Ce que vous avez traité aujourd'hui obéit aux mêmes lois physiques. Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici. Ce n'est pas important. Cela fonctionne dans tous les cas.